Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Bonjour Stéphane, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc aujourd'hui, on va discuter d'une thématique très importante qu'on avait abordée il y a quelques jours et il y a aussi quelques semaines. Donc ça concerne la mitochondrie, l'optimisation du fonctionnement de la mitochondrie avec, bien entendu, les différents cofacteurs, les différentes molécules qu'on va retrouver dans la mitochondrie et qui vont optimiser son fonctionnement, notamment, je pense au coenzyme Q10 et les différents autres cofacteurs comme la NADH, par exemple, l'acide alpha-lipoïque ou certains autres antioxydants. Donc, c'est notre thématique ce soir et donc j'aimerais que pour commencer, demander à Stéphane par rapport à nous donner une petite introduction sur l'intérêt d'avoir une mitochondrie qui est bien fonctionnelle et qui fonctionne bien et qui est en bonne santé par rapport à l'aspect clinique en tant que praticien, nutrithérapeute ou médecin nutritionniste. Alors, là, c'est tout simple. La mitochondrie, c'est un peu comme le moteur de la voiture. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus important que le moteur de la voiture? C'est le moteur de la voiture. C'est elle qui va, donc, via la production d'énergie, d'ATP, faire que la cellule, et donc le corps humain, fonctionne bien. Et on se rend compte depuis des années que pas mal de maladies sont finalement des maladies mitochondriales. Et on a inventé des mots pompeux pour ces maladies-là qu'on appelle par exemple syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie. Et beaucoup de publications font état du fait que ces maladies-là, en fait, consistent à un dysfonctionnement mitochondrial par des carences, des blocages qui font que des symptômes naissent. Ces symptômes, c'est fatigue, premier signe fatigue, ça peut être la douleur, ça peut être des problèmes métaboliques, prise de poids, ça peut être des problèmes psychiques, baisse d'énergie, dépression, baisse de libido. Et donc, toutes ces maladies-là peuvent finalement être expliquées par des dysfonctionnements mitochondriaux. La, la maladie la plus typique, je crois, de la survie mitochondriale, c'est la fibromyalgie. Ce sont des femmes surtout, parfois des hommes, qui sont fatigués, crevés de matin au soir, qui ont mal partout. Et comme je dis toujours à mes patients, parce qu'il faut toujours simplifier, donc je crois qu'en tant que thérapeute, c'est ce que vous devez faire, c'est simplifier à l'extrême. Il faut une trentaine de nutriments mitochondriaux pour que la mitochondrie transforme bien les aliments, qu'ils soient glucides, qu'ils soient les graisses, qu'ils soient éventuellement les protéines, via la glucogénèse en ATP. Et ces nutriments sont hormonaux, cortisol, T3, le magnésium, le zinc, sont également les oméga 3 sont nécessaires également, sont la carnitine, il y a tout plein, et sont le coenzyme Q10. Coenzyme Q10 qui est produit localement, puisqu'on a une petite apport exogène de coenzyme Q10 via l'alimentation, via l'ingestion de protéines d'autres animaux, mais la plus grosse partie du coenzyme Q10 évidemment, vient d'une production interne dans les mitochondries. Or, le problème qu'il y a, c'est que ces mitochondries, ces centrales électriques de nos cellules, on les perd avec l'âge. Donc, un petit jeune de 20 ans va avoir beaucoup plus de mitochondries qu'un plus vieux de 40 ans et qui va avoir beaucoup plus de mitochondries qu'un papy de 60 ou 80 ans. Et ce qu'on croyait inéluctable, la perte des mitochondries liées à l'âge, eh bien finalement, il semblerait que ce ne soit pas si inéluctable que ça. Alors déjà, depuis 7-8 ans, 6-7-8 ans, j'ai vu passer des publications qui font état du fait qu'on peut les remultiplier. Et donc, ce n'est pas inexorable de finalement se sentir avec l'âge fatigué et trop gros. Il y a moyen de combattre cela en optimalisant le fonctionnement de la mitochondrie. Et là, c'est un sujet hyper vaste puisque maintenant, on parle même de médecine mitochondriale. Donc, on peut, à la limite, ça pourrait devenir une spécialité médicale tellement le champ est vaste, tellement c'est compliqué. Et donc, je crois qu'il ne faut pas aller trop loin dans la complexité parce qu'il faut garder, dans ce qu'on va dire ici et dans ce qu'on va recommander, il faut garder quelque chose de très simple qu'on peut appliquer à chaque patient qu'on voit. Et donc, en gros, dès qu'un patient vous dit j'ai mal, ou surtout dès qu'il vous dit que je suis fatigué, il faut penser mitochondrie. Est-ce qu'il a tout pour que ces mitochondries fonctionnent? Donc, c'est très intéressant ce que tu dis sur la multiplication des mitochondries, parce que justement, les mitochondries, en réalité, à la base, ce sont des micro-organismes unicellulaires, des prokaryotes, hein, en réalité, et ça agit de la même manière, en fait, qu'une bactérie,
ou que la multiplication de bactéries ou de micro-organismes, et une bactérie aussi ou un micro-organisme a besoin de nutriments, de micronutriments pour pouvoir fonctionner. Et c'est cette relation, ça profite justement entre les cellules et les mitochondries qu'elles contiennent qui est intéressante. Et dans ce sens-là, tu parlais de fibromyalgie. C'est très intéressant. D'ailleurs, c'est l'une des hypothèses qui est maintenant la plus développée, donc l'origine mitochondriale de la fibromyalgie. Est-ce que tu as des recommandations en termes de certaines molécules, je ne sais pas, je pense à la coenzyme Q10 ou même d'autres molécules qui pourraient être intéressantes dans le traitement de la fibromyalgie, une combinaison de micronutriments qui agissent bien entendu sur la mitochondrie. Alors moi, il faut savoir qu'il y a déjà une dizaine d'années, j'ai fait une recette. Et la recette, j'ai envoyé ça avec collègues médecins en disant, vous voulez guérir la fibromyalgie de votre patient? Facile, faites ça, 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 ça. Donc j'ai vraiment fait une recette, Mhm. une page. Mettez la T3 au-dessus de 5,2. Il faut voir s'il y a patine de manque de cortisol. Il faut que le patient ait une bonne flore intestinale. Il faut qu'il arrête le pain, le lait, et ainsi de suite. Et j'arrivais à avoir une cinquantaine de choses. Et dans 100% des cas, les patients qui bénéficiaient de ces conseils sortaient de la fibromyalgie en quelques semaines. Donc, Mhm. une fatigue chronique. Et ce n'est pas que des nutriments, en fait. Il faut que le cortisol soit bon. Il faut que la T3 soit bonne. Il faut que les sérotonines cérébrales soient bonnes. Il faut, il faut également que le magnésium soit bon. Donc, et je mettais même des taux santé. Qu'est-ce qu'il faut au niveau sanguin avoir comme taux pour considérer que c'est bon? Mhm. Et au niveau mitochondrial pur, toutes les patientes que j'ai en fibro, elles reçoivent toutes des mitochondriaux qui s'appellent coenzyme Q10, acide lipoïque, acétylcarnitine, donc vitamine B3 ou nicotinamide. Donc elles ont toute une série de mitochondriaux. Elles ont toutes du ribose également. Mhm. Et alors maintenant, on va dire, oui, mais enfin, vous donnez tellement de trucs, comment savez qu'il faut donner tout ça? Mais j'en sais rien. Mais je vois le résultat, je vois que ces patientes-là, au bout de quelques heures, elles ont plus mal, elles sont plus fatiguées, elles sont très contentes. Et le problème, c'est que je n'ai pas le temps, que c'est une patiente qui est fibro, qui est hors de son travail, qui est clouée à la maison par des anti-inflammatoires, antidouleurs, antidépresseurs et somnifères. Je n'ai pas le temps d'essayer d'abord de mettre, tiens, est-ce que ce serait le ribose? Tiens, au bout de 15 jours, ça ne marche pas. Tiens, est-ce que ce serait le cortisol? Est-ce que ce serait. Je n'ai pas le temps. Moi, Mhm. avec un patient, ils guérissent vite en quelques semaines. Et donc, je donne tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et puis après, je dis, dès que la patiente va bien, on commence un peu à élaguer. Tiens, diminuez votre Q10, diminuez votre ceci, diminuez cela. Alors, le problème qu'on a, c'est qu'il y a des choses qui sont dosables, comme le coenzyme Q10, mais des choses qui ne sont pas dosables. On ne Mhm. dose pas l'acide phalipique, on ne dose pas le resveratrol, on ne dose pas ces substances-là. Et pourtant, ça a un effet. C'est très intéressant. Et il y a certains thérapeutes, ou enfin, on voit même certains scientifiques qui parlent du fait que la coenzyme Q10 n'est pas bien absorbée, que c'est une grosse molécule, que ça, même si c'est absorbé au niveau intestinal, que ça, c'est difficile que ça passe au niveau de la cellule et au niveau de la mitochondrie. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que ça, toi, disons, ton expérience de médecin, est-ce que tu penses que, en tant que clinicien, que quand tu donnes du coenzyme Q10, tu n'as pas vraiment euh, l'impression que ça fonctionne? Alors, moi, je crois ce que je vois. Mais par contre, tout ce que je vois, je peux le croire. Donc, même si ça va à l'encontre des connaissances que j'ai. Euh, donc, vous savez, je suis très ouvert à certaines choses. J'en ai un exemple, je reviens au Q10 tout de suite, le GABA. Alors, le GABA, théoriquement, c'est pas possible qu'en avalant du GABA, ça passe à aller dans le cerveau et ça agit. Et bien pourtant, ça agit. C'est évident. J'ai des patients, ils sont transformés en 48 heures avec ce GABA. Mm, Et le Q10, je vois des Q10 à 400, 500 dosés au niveau de la prise de sang. Moi, j'estime qu'ils doivent être au-dessus de 1500. Et mm, puis, je leur donne 200 mg. Et puis, je vois la prise de tension, ils sont à 2000, 2005. Et le mm. patient dit, génial, je brûle mon gras, j'ai la pêche, je suis bien. Donc, ça fonctionne. Donc, maintenant, si scientifiquement, on n'a pas pu prouver comment ça fonctionnait, le fait de passer de la bouche à l'intérieur des cellules, j'en sais rien. En tout cas, ça marche. Oui, c'est en réalité, on n'a pas encore su découvrir les voies
qui font que ça passe jusqu'à la mitochondrie, bien qu'on a beaucoup de données sur l'absorption cellulaire et mitochondriale de la coenzyme Q10. Je pense en même temps à certaines pathologies qui sont traitées par des médicaments, comme par exemple les statines ou les biphosphonates euh, qui, euh, qui bloquent la voie de synthèse du cholestérol, mais qui en même temps bloquent la voie de synthèse de la coenzyme Q10, puisque c'est la même voie en fait, jusqu'à une bifurcation au niveau du farnésyl PP. Donc, est-ce que tu penses, toi, en tant que clinicien, que le fait de prendre ce type de médicament, est-ce que ça serait aussi intéressant d'y associer Alors, de la coenzyme Q10 si on décide de les prendre? il y a 25 ans, je disais déjà à quelques potes cardiologues, les statines, c'est déjà, je dis, tiens, statine, effet secondaire, tu connais, oui, on en parle, mais enfin, bon, c'est ça. Je dis, tu sais, moi, je viens d'apprendre dans mes cours de nutrition, j'avais des cours avec Curtet, etc. à l'époque, on m'a appris que la voie du mévalonate était inhibée, donc on n'a plus de Q10, donc on devrait donner du Q10 en même temps que les statines. On m'a ri au nez à l'époque, on m'a ri au nez. Maintenant, il n'y a plus une seule revue de cardio, on nous parle de ce problème d'effet secondaire lié aux statines. Donc moi, si j'ai un patient devant moi qui est sous statine. J'aime pas ça du tout. Pour moi, c'est une crasse. Mais bon, il y a certains patients, je crois qu'il faut les garder. C'est des rares patients où le papa, la maman, ça, vu une hypercholestérolémie familiale hétérogène, ont vraiment fait des problèmes, des complications. Donc, je lui ai ça, sa statine, et je lui donne 200, 300, 400 mg de coenzyme Q10 et vitamine D. Parce qu'il faut savoir que les effets secondaires des statines, c'est pas que le Q10, c'est aussi la vitamine D. Vitamine D, aussi douleur musculaire, fatigue. Et donc, les patients sous statine doivent encore avoir plus de Q10 que les autres et encore plus une bonne vitamine D que les autres. Et ça marche. Souvent, le patient, je dis, envoie-moi un mail dans 15 jours. 15 jours après, docteur, génial votre truc. Hein. J'ai gardé ma statine, j'ai plus mal partout. Voilà, ça marche. Donc, j'ai pas besoin de savoir comment ça a marché. Je vois que ça marche. Super, très bien. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la connexion entre l'immunité et la mitochondrie, l'immunité et la coenzyme Q10? Alors, sujet d'actualité, je fais dans une quinzaine de jours, dans 3 semaines, non, dans un mois, une conférence sur immunité et hormonologie. Et bon, comme vous le savez, j'ai déjà fait 2 conférences sur immunité et Covid. Eh bien, il y a des publications qui font état du fait que finalement, les lymphocytes, les globules blancs qui nous défendent, qui régulent l'immunité, eh bien, ils ont également des mitochondries, ces lymphocytes. Et donc finalement, ce serait quand même logique de se dire que s'ils ont un bon fonction mitochondriale, ils vont mieux nous défendre, ce qui est logique. Donc, je ne vois pas pourquoi une carence en coenzyme Q10 chez un lymphocyte ferait qu'il fonctionne bien, qu'il nous défende bien. Donc c'est un peu logique. Alors les publications, elles sont là. Il y a un lien et, donc, important. Coenzyme Q10 fait partie des nutriments optimalisés chez quelqu'un qui veut bien se défendre contre les virus, les bactéries, les cancers. Et d'ailleurs, cancer et coenzyme Q10, il y a des publications par centaines qui montrent un lien favorable entre un Q10 élevé et une baisse de risque de cancer. Très bien. Ça, on a dernièrement, tu m'avais envoyé 2 revues de la littérature qui relient la COVID-19 ou Ouais. plutôt certaines complications de la COVID-19, notamment la dysfonction du système rénine-angiotensine et également le stress oxydatif. Donc, qui sont 2 phénomènes qui sont inhérents aux complications et à la pathogénèse de la COVID-19 et donc le fonctionnement ou le dysfonctionnement mitochondrial. Et il y en a une parmi ces 2 études qui fait état que la coenzyme Q10 est un facteur important, un immunomodulateur et également c'est un élément clé dans le fonctionnement de ce système justement qui est dysfonctionnel dans la COVID-19, le système rénine-angiotensine. Donc, dans ce sens, est-ce que tu penses que, au moins pour la prévention, à titre préventif, est-ce que tu penses qu'on pourrait utiliser des molécules comme la coenzyme Q10, par exemple, pour optimiser le fonctionnement des mitochondries dans ce contexte de pandémie COVID-19? C'est-à-dire qu'on sait que le Q10, il diminue avec l'âge. Il diminue avec l'âge.
comme la vitamine B12, comme le zinc, donc on a tous des problèmes de mauvaise synthèse, de malabsorption, de non-métabolisation liés à l'âge. Et donc, comme par hasard, le Covid-19, il vient de plus en plus mortel en prenant de l'âge. Donc, il faut chercher toutes les causes. Il y a d'autres Mm. causes qui sont la DHA, qui sont la mélatonine, et puis il y a plein de causes qui s'additionnent pour expliquer que les personnes plus âgées meurent de Covid. Et donc, je crois qu'il y a un lien de cause-effet. Moi, j'ai déjà osé dire dans des conférences que dès l'âge de 35 ans, on rentre le coenzyme Q10 obligatoire pour tout le monde. Mm. Non, la baisse du Q10 crée des dégâts au niveau mitochondrial, au niveau production d'énergie, au niveau poids. Mais il faut également penser aux muscles. Alors, pourquoi est-ce que les Covid obèses meurent plus que les non-obèses? Ben, simplement, le pauvre bonhomme qui est en surpoids, qui va faire 120, 140 kg, 150 kg, qui doit être ventilé à l'hôpital. Déjà, c'est une catastrophe pour une ventilation, mais s'il n'est pas ventilé, s'il est seulement mis sous oxygène et qu'il doit avoir des muscles assez puissants, des muscles respirateurs puissants que pour ventiler, s'il n'a pas de Q10, il a une faiblesse musculaire. Et on le voit, la force musculaire et la force de contraction du cœur est complètement proportionnelle au taux de Q10. Alors, j'ai eu récemment 2 cas spectaculaires de patients en insuffisance cardiaque, dont un qui était plus jeune que moi, qui a une fraction d'éjection de 17%. Donc son cœur n'avait pu éjecter que 17% du sang de tout ce qu'il était capable. On parlait de greffe cardiaque ou de pacemaker chez lui. Et son épouse qui est infirmière me l'a amené en disant, écoutez, on vient vous voir en dernière extrémité. Il y a 2 cardiologues qui veulent de le mettre sous pacemaker, voire on parle de greffe cardiaque. Et il avait une insuffisance cardiaque d'origine X. Moi, j'ai dit, bon, un cœur, c'est un muscle. Qu'est-ce qui fait marcher un cœur? Une bonne testo. Sa testo était 4 fois trop basse. Les cardiologues, ils s'en foutaient de ça. Il avait passé de magnésium. Donc, passé de magnésium, faiblesse musculaire. J'ai obtenu son magnésium. Son Q10 était dans les chaussettes. J'ai des méga doses de Q. Et j'ai joué comme ça à tout. Enfin, j'ai donné tout ce que je donnerais chez quelqu'un qui a une faiblesse musculaire. Il ne mangeait pas de protéines le matin. Il avait. Enfin, et résultat, après un mois et demi, sa fraction d'éjection est passée à 65%. Et les 2 cardiologues, il y en a un qui a dit, écoutez, ça c'est un miracle, j'ai jamais vu de miracle comme ça. Et l'autre, ici Erasme, qui a dit à ce patient, écoutez, expliquez-moi un peu ce que ce docteur Désimon a fait pour que vous arriviez à récupérer un cœur comme ça. Et puis il a donné mon rapport de consultation, il l'a lu, et puis il dit, écoutez, je crois vraiment qu'il a raison, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Et l'époux, l'infirmière, lui demande, mais pourquoi n'avez-vous pas fait ça? Écoutez, vous savez, un pacemaker, c'est remboursé par la mutuelle, hein, mais la consultation chez les imons, les compléments, c'est pas remboursé par la Sécu. Voilà. Plutôt que de régler la cause du problème. Et la cause, elle est toujours très complexe. C'est toujours, comme tu dis, les neurotransmetteurs, les hormones, les métabolites, la nutrition, etc. Oui, c'est toujours complexe. Et quand on agit, c'est le propre d'un système complexe, parce qu'on a plusieurs causes qui donnent plusieurs conséquences, et parfois ces mêmes conséquences s'autonomisent et deviennent des causes elles-mêmes. Donc, quand on agit sur un système complexe pour pouvoir le résoudre, il faut agir sur plusieurs angles en même temps. Donc, c'est ça l'approche complexe en fait de la médecine fonctionnelle. Oui. Donc, une panne de voiture, il n'y a pas qu'une cause. Il faut pouvoir investiguer toutes les causes possibles. Tout à fait. Il faut avoir plusieurs causes en même temps. Et donc, il n'y a pas un traitement standard pour une pathologie. Et moi, je suis fou de rage quand je vois que pour une insomnie, on donne un somnifère, alors qu'il y a 10 causes différentes à l'insomnie. Je suis fou de rage pour voir qu'une fatigue, on donne une amphétamine, que pour un burn-out, on donne un arrêt de travail, alors qu'on ne va pas chercher la cause et traiter les causes du problème. Voilà. C'est ça, fonctionnel, c'est essayer d'avoir une vue assez large des pathologies que pour comprendre qu'il faut penser à ça, penser à ça, penser à ça, et pas hésiter à mettre tout en même temps. Oui, en réalité, la médecine fonctionnelle, c'est la médecine tout court, la vraie médecine tout court. Exactement. Ouais. Ok, merci beaucoup, docteur Réziman, pour toutes ces informations très intéressantes et très pertinentes. Et j'espère que ça va servir à nos spectateurs. Et donc, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et encore merci, docteur. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'était Au sympa. revoir.